veut régler la température d'une salle, c'est-à-dire on fixe une température et on essaie de réguler pour atteindre cette température dans la salle. Ou bien une pression, ou bien un débit, peu importe. D'accord? Là, et ici entendu dans le sens spécification des résultats d'un cahier de charge qui est défini comme suit. C'est-à-dire que la précision ou l'erreur admissible. Par exemple, l'amortissement de la réponse, aucun dépassement. Vous savez ce que c'est l'amortissement? Vous avez vu un sinusoïde qui s'amortit, c'est-à-dire au départ, les amplitudes sont importantes et elles diminuent pratiquement nulles. Donc, c'est ça l'amortissement. Tout ça, c'est que vous pouvez lire. Maintenant, on va attaquer la commande en boucle ouverte. C'est ça, c'est-à-dire le but du système, c'est-à-dire de notre étude, c'est la commande en boucle ouverte. Donc, la commande en boucle ouverte, vous avez un système quelconque, un climatiseur, un chauffage, un système quelconque. Bien sûr qu'il y a toujours des perturbations de l'extérieur et tout. Donc, on a une consigne, on utilise un correcteur c'est un régulateur, et ce correcteur va que le système suive la consigne. Notre but, c'est que le système la sortie doit suivre la consigne, c'est-à-dire la valeur désirée. Ça, Monsieur. Hein? Monsieur. Dites oui au moins. Allô? Oui, monsieur. Monsieur, Monsieur, il y a des coupures. J'arrive pas à vous suivre. ah bon? Je n'ai de coupures. Il y a toujours des coupures. Aïe, 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 aïe. On va essayer, je vais essayer d'utiliser le. Allô? Allô? Oui, monsieur. Et là, vous m'entendez? Oui, ça va. Hein? Oui, Et le partage, il y est toujours? oui. D'accord. Donc, écoutez, de temps en temps, quand vous ne m'entendez pas, essayez de parler, ben là, que je vais vous entendre. Là. Ben, je n'arrive pas exactement en train de m'entendre. Hey, hey. Bon, je recommence. Donc, la commande en boucle,
en boucle ouverte consiste à ajuster la commande directement à partir de la consigne sans tenir compte de la valeur du signal de sortie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, si vous remarquez dans la commande en boucle ouverte, vous avez le correcteur et vous avez le système à corriger, mais vous n'avez pas un retour. Il n'y a pas un retour. On n'est pas en train de capter la sortie pour la comparer avec la consigne. Donc là, c'est une commande directe en boucle ouverte. Là, si vous voulez, vous avez le système et là, vous avez le correcteur. Donc, on applique une consigne. Le correcteur lui-même, qui est le régulateur, va envoyer une commande au système pour qu'il puisse donner une sortie qui doit suivre, si vous voulez, après un certain réglage, qui doit suivre la consigne. Donc ça, c'est pour le schéma de commande en boucle ouverte. Maintenant, quand on veut mettre les fonctions, donc on a XS, c'est l'entrée, c'est la consigne. FR de R, c'est la fonction de transfert du correcteur, ce qu'on appelle le correcteur, c'est le régulateur. US, c'est la commande appliquée par le régulateur. FS de S, si vous voulez, c'est la fonction de transfert du système. Et quand je dis fonction de transfert, c'est la même chose que, si vous voulez, l'équation différentielle. Donc, quand on travaille dans le domaine temporel, nous avons des équations différentielles qui régissent les systèmes. Et quand on travaille dans le domaine fréquentiel S, S c'est la fréquence parce que on est en train de travailler dans le domaine fréquentiel. Donc, ça sera la fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'équation différentielle. Et on avait vu, on va voir c'est-à-dire par la suite, on va voir comment faire la relation entre les deux, c'est-à-dire le passage de la fonction de transfert vers l'équation différentielle et vice-versa. Donc, voilà, si vous voulez, comment. Maintenant, si on veut calculer la sortie qui est ici, Y de S. Donc, si on veut, si vous voulez, calculer la fonction de transfert du système maintenant, c'est le produit de cette fonction fois celle-ci, c'est-à-dire FR de S fois G de S. G de S étant la fonction de transfert du système. C'est le produit des deux fonctions de transfert quand ils sont en série. Quand ils sont en série, c'est le produit. D'accord? Donc, la fonction de transfert ici, elle vaut FR de S fois FS de S. Et avec G de S, si vous voulez, la fonction de transfert G de S, c'est quoi? C'est le rapport V de S, Y de S sur X de S. Y de S étant la sortie. Y de S étant la sortie. Donc, G de S égale, si vous voulez, on va le mettre. Voilà. Voilà. Donc, Y de S étant la sortie. Donc, le G de S, c'est le rapport de Y de S sur X de S qui est égal à FR de S fois FS de S, le produit des deux. Dans le cas de la chaîne directe, sans régulateur, c'est-à-dire FR de S égale à 1, si par exemple on n'utilise pas de régulateur, on aura, le G de S sera égal uniquement à FS de S. Donc, dans le cas d'une chaîne directe sans régulateur, il suffit de remplacer FR de S par 1, parce que
On n'utilise pas de régulateur. Dans le cas où on n'utilise pas un régulateur, donc le G de S serait égal uniquement à Fs de S. Allô? Maintenant, là, on va étudier, si vous voulez, la fonction transfert en boucle fermée. En boucle fermée, c'est-à-dire que vous avez, dans la chaîne directe, vous avez le régulateur, vous avez le système, le régulateur qui, c'est-à-dire Fr de S, et Fs de S étant le système, et Hs de S étant la fonction transfert du retour, d'accord, de la boucle. Donc, si on veut, donc la chaîne directe, si vous voulez, c'est celle-ci, c'est Fr de S fois et Fs de S, et la chaîne de retour, elle est, si vous voulez, c'est la fonction de transfert du capteur et du transducteur, si vous voulez, pour le capteur qui va capter la valeur de la sortie pour la ramener au comparateur, pour la comparer avec la consigne. D'accord? Donc là, si on veut calculer la fonction de transfert, c'est très simple. Regardez bien. On prend la chaîne directe toute seule. Donc si je prends la chaîne directe toute seule, si je veux calculer Y de S. Y de S, c'est quoi? C'est le produit Fr de S fois Fs de S. Et à son entrée, nous avons epsilon de S. Donc nous aurons Fs de S, Fr de S fois Fs de S fois epsilon S. Epsilon S qui est l'entrée ici, que vous voyez devant vous. C'est ça, epsilon de S. Maintenant, c'est quoi epsilon de S? Regardez bien. Epsilon de S, si on regarde, c'est la sortie de ce comparateur. Ce comparateur, c'est quoi? C'est X de S moins H de S fois Y de S. D'accord? Parce que Y de S, c'est l'entrée de cette fonction de transfert. C'est toujours la sortie est égale à la fonction de transfert fois l'entrée. Qui maintenant, par exemple, U de S, c'est F de R de S fois epsilon de S. Si je veux calculer Y de S, c'est Fs de S fois U de S. Mais U de S est égal à Fr de S fois epsilon de S. Donc, c'est pour ça que j'ai Y de S égale à Fr fois de S fois Fs de S fois epsilon de S. D'accord? Donc, il y en a Fr, le R, ça veut dire régulateur, et l'indice S de Fs, ça veut dire système. Mais le S qui est à l'intérieur, entre parenthèses, c'est la variable, si vous voulez, fréquentielle. D'accord? Dans le domaine fréquentiel. D'accord? Donc, comme je viens de vous dire, Y de S, il est égal à quoi? Je reprends. Y de S, c'est Fr de S fois Fs de S fois epsilon de S. Et epsilon de S, c'est quoi? C'est X de S moins H de S fois Y de S. Après, si je veux calculer, si vous voulez, je dois éliminer l'une des deux variables. Si je cherche Y de S, j'élimine epsilon de S. Et si je cherche epsilon de S, j'élimine Y de S. Si je veux chercher Y de S. Donc, je viens dans cette formule-là, pardon. Vous la voyez maintenant. Vous me suivez, Yahé? Monsieur Samah. Monsieur Samah. Vous me suivez, Yahé, comme vous m'entendez? D'accord. Donc, je reviens. Regardez bien. Je prends epsilon de S, je la remplace dans la première équation. Donc, j'aurai Y de S égale Fr de S fois Fs de S fois X de S moins H S Y de S. Ensuite, je remarque qu'il y a Y à droite et à gauche, donc je ramène les Y à droite, à gauche et les X à droite. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai Y de S, facteur de 1, comme il y a un signe moins ici, donc ça sera plus Fr de S, Fs de S fois H de S, qui est égal à Fr de S fois Fs de S fois X de S. D'accord? Une fois que j'ai ça, donc de là, je peux avoir le rapport, la fonction de transfert, G de S qui est égal toujours à la sortie sur l'entrée, donc Y de S sur X de S. Faites le rapport Y de S sur X de S, ça va donner Fr de S fois Fs de S sur 1 plus Fr de S fois Fs de S fois H de S. Donc voilà la fonction de transfert, si vous voulez, du système que nous avons vu tout à l'heure, qui est le suivant. Un système bouclé. Ça, c'est un XM de régulation en boucle fermée avec retour non unitaire. C'est-à-dire, retour non unitaire, c'est-à-dire H de S est différent de 1.
on a un retour unitaire quand h de s égale à 1, c'est-à-dire qu'on enlève le, si vous voulez, complètement, si vous voulez, c'est comme si on enlève complètement ce h de s. D'accord? Ça sera uniquement un trait ici. D'accord? Il n'y aura pas de h de s, il y aura un trait, donc c'est un retour unitaire. On appelle ça retour unitaire. Donc là, c'est la fonction de transfert en général. Si nous avons, dans le cas d'un retour unitaire, c'est-à-dire que dans le cas où on n'a pas de régulateur, on a fr de s égale à 1, on remplace fr par 1, d'accord? Dans le cas d'un retour, si vous voulez, dans le cas où on n'utilise pas de régulateur, on remplace fr de s par 1. Et pour un système à retour unitaire, h de s égale à 1, c'est-à-dire que le système devient comme ça. On enlève le h de s, il n'y a pas de h de s. Donc la chaîne de retour, c'est unité, uniquement le retour direct. D'accord? Donc là, dans la fonction, dans le cadre de cette fonction-là, de cette chaîne de régulation, si vous voulez, puisque h de s égale à 1, donc on enlève. C'est comme si que le h de s n'existe pas. Donc ça sera fr fois fs sur 1 plus fr fois fs. D'accord? Donc ça sera, voilà, la fonction de transfert serait la suivante. Maintenant, si fr égale à 1, on l'enlève aussi, ça sera fs sur 1 plus fs. Le fr égale à 1 aussi, quand on n'utilise pas de régulateur. Donc voilà, si vous voulez, ce qui est important, c'est que les systèmes en général de régulation sont toujours sous cette forme-là, que vous voyez devant vous. Maintenant, les valeurs de fr et de h de s et de f de s, les fonctions peuvent varier. Dans le cas où on n'a pas de régulateur, fr de s égale à 1, donc on le remplace par un trait. Dans le cas où hs de s égale à 1, c'est-à-dire nous avons un retour unitaire, on le remplace par un trait. Et f de s de s, lui, c'est une fonction qui doit exister toujours, mais qui représente le système en lui-même. Par exemple, le chauffage, le climatiseur, la centrale, et ainsi de suite. D'accord? Donc, le système qu'on veut réguler. Donc, voilà. Quand on a un retour unitaire, nous avons ça. Maintenant, généralement, une fois qu'on a ces deux, si vous voulez, ce sont des formules générales. Quel que soit le système, ça sera toujours comme ça. Dans un système de régulation, il suffit de remplacer les fr de s et les fs de s par leur expression. Par leur expression, si vous voulez, leur fonction de transfert. Donc là, nous avons un système. On a étudié la boucle ouverte, on a étudié la boucle fermée. On veut calculer, si vous voulez, la valeur finale, ce qu'on appelle la valeur finale de y de t. Parce que nous, ce qui nous intéresse, avant d'aller là, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on veut que le y de t, ou bien le y de s, tend vers le x de s, c'est-à-dire soit égal au x de s. Donc, comment on peut le savoir? C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, c'est ça ce qu'on appelle la valeur finale. On fait tendre t vers l'infini théoriquement, et dans le cas pratique, on dit que t est très grand. Donc, on fait tendre t vers l'infini, où la t est très grand, et on voit la solution y de t. Est-ce que y de t est égal à x de s ou non? Donc, pour vérifier ça, on calcule ce qu'on appelle la valeur finale. Donc, on prend, si vous voulez, la fonction de transfert généralisée, dans le système complet. Quand il y a fr de s, il y a h de s, on la prend comme ça. On détermine y de s, donc le x de s va monter, nous obtenons cette fonction-là. Pour un système à retour unitaire, je l'ai dit déjà, on a h de s égale à 1. S'il n'est pas à retour unitaire, on doit vous donner h de s, il n'est pas égal à 1. Mais si on ne le donne pas et en retour unitaire, h de s égale à 1. Donc la valeur est calculée comme de la sorte. Il y a la valeur initiale, il y a la valeur finale. Donc la valeur initiale, si on veut calculer la valeur initiale de y de t, c'est limite quand t tend vers 0 de y de t. Maintenant, nous n'avons pas y de t, nous avons y de s. Donc ça, c'est égal à la limite de s tend vers l'infini. Quand t tend vers 0, on a s étant vers l'infini, de s fois y de s. Donc, on multiplie, si vous voulez, ça par s. Donc, on aura s fois ça. On calcule la limite de cette façon-là. On remplace fr, fs et xs, et ainsi de suite. Et on calcule la limite, on trouve la valeur initiale. De la même façon, on calcule la valeur finale. Seulement, la valeur finale, c'est quand t tend vers l'infini. Donc, quand t tend vers l'infini, dans le cas de cette formule-là, le s va tendre vers 0. C'est toujours l'inverse.
Si t tend vers l'infini, on fait tendre S vers si t tend vers 0, on fait tendre S vers l'infini. Et si t tend vers l'infini, on fait tendre S vers 0. Donc, de S fois Y de S, donc ça sera la même limite, mais seulement pour S tend vers 0. Et ça nous donne la valeur finale de Y de T. Si on trouve que cette valeur finale est égale ou bien très proche de X de S, nous dirons que nous avons fait une bonne régulation. Est-ce que c'est clair? Allô? Allô? Oui, oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Normalement, c'est clair, monsieur. Normalement, c'est clair. Allez. Donc, là, si vous voulez, jusqu'à maintenant, on a calculé la valeur initiale et la valeur finale. Maintenant, si on veut calculer l'erreur, c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est celle-ci. Quand on compare la consigne avec la sortie, nous avons le epsilon de S. C'est ça ce qu'on appelle l'erreur. L'erreur, c'est epsilon de S. Donc, epsilon de S, on vient ici. On va reprendre les mêmes formules que tout à l'heure. Y de S égale à FR fois Fs fois epsilon de S et epsilon de S. Donc, ces deux équations, c'est les mêmes que tout à l'heure. Seulement, dans ce cas-là, au lieu de remplacer epsilon S dans l'expression de Y, c'est l'inverse. On remplace Y de S dans l'expression de epsilon de S. Donc, en remplaçant, nous aurons X de S moins H de S fois tout ça, qui est Y de S. On fait, si vous voulez, on remarque que nous avons epsilon de S de part et d'autre. Donc, on ramène les epsilon de à gauche et les X à droite. Epsilon de S facteur de 1 plus FR fois Fs fois H de S égale de l'autre côté X de S. Donc, de là, epsilon de S égale à quoi? À X de S sur 1 plus FR fois Fs fois H de S. Donc, on a déterminé l'erreur. On s'intéresse toujours, nous, à l'erreur finale aussi. Donc, comment on calcule l'erreur finale? C'est très simple. L'erreur finale, c'est la limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t. Mais nous n'avons pas epsilon de t. Nous avons epsilon de S, parce que epsilon de t ou epsilon de S, c'est la même chose, seulement l'une dans le domaine temporel et l'autre dans le domaine fréquentiel. Et comme nous avons dans le domaine fréquentiel, donc on va faire la relation suivante. La limite de t tend vers l'infini de epsilon de t est égale en même temps à la limite de S tend vers 0 de S fois epsilon de S. Ça, c'est une formule qu'il faut connaître. Donc, limite de S tend vers 0 de S fois epsilon de S. Epsilon de S, c'est ce qu'on vient de déterminer ici. Et cette formule-là, donc, cette formule-là, on la ramène ici et on aura, si vous voulez, le calcul de cette limite quand S tend vers 0. Donc, voilà comment on calcule l'erreur. Donc, si je vous pose une question, si on a une bonne régulation, l'erreur va tendre vers quoi? Monsieur Samah? Allô? Vers 0, monsieur. Ah là. Quand l'erreur tend vers 0, ça veut dire quoi? Parce que l'erreur, on a défini comme étant quoi? Comme étant la, X de S, la consigne, moins la valeur de la sortie. Donc, si la valeur de la sortie est égale à la valeur de l'entrée, ça veut dire qu'on a atteint notre objectif. Dans un cas réel, qu'est-ce que ça veut dire? Si on règle notre chauffage pour avoir une température de 25 degrés, dès qu'on atteint 25 degrés, le système s'arrête et on a atteint 25 degrés, ça veut dire que l'erreur devient égale à 0. Tant qu'on n'a pas atteint 25 degrés, l'erreur est différente de 0, n'est-ce pas? Donc, notre but, c'est que l'erreur tende vers 0. Ou bien elle se rapproche le plus possible. D'accord? Donc, voilà comment on calcule l'erreur finale. Maintenant, d'un système à un autre, si le système est à retour unitaire, ça veut dire que H de S égale à 1. Dans le cas de la chaîne directe sans régulateur, ça veut dire que FR de S égale à 1. Et on calcule la limite. D'accord? Pour le calcul des erreurs, il y a 3 types d'erreurs. Il y a la première erreur, c'est ce qu'on appelle l'erreur de position. L'erreur de position, donc quand on parle d'erreur de position, on remplace toujours X de S par A sur S. Avec A égale à 1 pour un échelon unitaire. Ça dépend. Si l'entrée est un échelon unitaire, est égale à 1. Si l'entrée n'est pas un échelon unitaire, on donne A égale à 2, 3, 100, 1000, 2000, peu importe la valeur de A. Donc, pour calculer l'erreur de position, on remplace ici, dans la formule de l'erreur, X de S par A sur S. Et dans un exercice bien déterminé, dans un cas bien précis, nous connaissons le A.
D'accord? Et on calcule la limite. Nous connaissons le A, nous connaissons le FR de S, le FS de S et le HS de S. Vous devez connaître les trois fonctions de transfert. Et vous connaissez X de S, c'est A sur S, et on connaît la valeur de A. Donc là, ce qu'on appelle l'erreur de position. Il y a une autre erreur qu'on appelle erreur de vitesse. L'erreur de vitesse, c'est la même chose, seulement ça sera A sur S2. On calcule la même formule, mais on utilise A, X de S, on le remplace par A sur S2. Et si on veut calculer l'erreur d'accélération, on remplace X de S par A sur S3 et on vient calculer la limite ici. D'accord? C'est toujours la même formule, c'est X de S qui varie suivant le type d'erreur. Si on calcule l'erreur de position, X de S égale à A sur S. Si on calcule l'erreur de vitesse, X de S égale à A sur S2. Et si on veut calculer l'erreur d'accélération, on prend X de S égale à A sur S3. Est-ce que c'est clair? Donc, grosso modo, de toute façon, vous allez mieux comprendre quand on va faire des exemples. Mais pour les calculs, il y a trois types d'erreurs. L'erreur de position, l'erreur de vitesse et l'erreur d'accélération. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le gain statique. Le gain statique d'un système. Le gain statique d'un système, c'est très simple. Bon, Naya, je vais mettre une chose, c'est que S égale à P. D'accord? D'accord? Donc, pour le calcul, si vous voulez, ce qu'on appelle le gain statique, c'est-à-dire quand le système est au repos. Donc, pour un système au repos, le gain statique, nous avons Y de S, ou la Y de P, c'est la même chose. Donc, le gain statique, c'est limite de Y de T, quand T tend vers l'infini, avec U de T, c'est un échelon unitaire. Donc, c'est égal à la limite de P tend vers 0, de P fois Y de P. Le P fois Y de P, c'est l'équivalent de S, Y de S. Hein. Le P est égal à S, le S de la formule ADA. D'accord? C'est le S. Donc, on calcule, si vous voulez, cette limite-là. On remplace Y de P par quoi? Par UP fois H de P. UP, c'est l'entrée et H de P, c'est la fonction de transfert. Et après tout calcul-là, on trouve le gain statique qui est K. D'accord? Bon, la fonction de transfert H de P, ça, si vous voulez, c'est une fonction de transfert du système. Hein? Donc, on peut utiliser, si vous voulez, ici, on peut l'appeler autrement. Hein? On peut l'appeler autrement. Donc, j'ai utilisé cette formule. Donc, ça ne veut pas dire que H de P ou la H de S, c'est le même H de S à la boucle de retour. C'est une fonction quelconque. Hein? C'est l'appellation qui est la même, c'est tout. Donc, une fonction, on peut l'appeler H de S, H de P, F de S, G de S, T de S, peu importe. Donc, pour une fonction, pour Y de S ou la Y de P, parce que le S égale à P, parce qu'il y a des livres où on utilise S, il y a d'autres livres qui utilisent P. Donc maintenant, quand vous avez un document, si on travaille avec P, le S que nous travaillons, avec lequel nous travaillons devient P, et vice-versa. Donc le P et le S, c'est la même chose. Hein. Donc on calcule, si vous voulez, là, le gain statique. Le gain statique, vous prenez directement la fonction Y de P, vous calculez Y de T ou bien Y de P, vous calculez la limite de P tend vers 0 de P Y de S. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, on peut écrire là. Pardon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends une feuille à part, je crois, c'est mieux. Donc, ça sera limite
Donc, limite de S, y de S, quand S tend vers 0. Ou bien, si on veut dire, avant ça, si on veut calculer la limite, ça sera la limite de y de S quand S tend vers 0. Donc, on calcule, si vous voulez, on revient vers notre formule. C'est à l'aide de cette formule-là qu'on calcule, si vous voulez, le gain, ce qu'on appelle le gain statique. D'accord? Maintenant, on va parler un peu de ce qui est, c'est quoi la précision. Donc, un système asservi caractérisé par plusieurs, si vous voulez, caractéristiques. Il y a la précision, il y a la rapidité et la stabilité. Donc, on revient un peu en arrière. On va, voilà. Vous avez la sortie. Parce que ça, c'est, si vous voulez, là, c'est la sortie en fonction du temps. Donc ce qui est en noir, là, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la valeur de consigne. Le 1, c'est la consigne. La consigne, c'est-à-dire on veut aller de 0 vers une certaine valeur ici. Donc, le système, il va réagir avec différentes manières. Il y a la troisième, la deuxième, et il y a ce qu'on appelle E1 et E2, ce sont les erreurs. Regardez. L'erreur, c'est toujours la consigne moins la sortie. Donc, pour le cas bleu, l'erreur, c'est entre le noir et le bleu, c'est E3. Pour le cas d'une réponse en rouge, l'erreur, c'est entre le noir et le rouge, donc c'est le E2. D'accord? D'accord? Donc là, ça va nous donner, si vous voulez, une idée sur la précision. La précision. Donc la précision, quand on parle de précision, pour déterminer le temps de réponse et ainsi de suite, donc on trace à 95%. Donc là, avant de passer ici au temps de réponse, on parle de précision. Donc, si vous voulez, plus que l'erreur est faible, plus que la précision est meilleure. Donc, si l'erreur tend vers 0, on dira qu'on a une très très bonne précision. D'accord? Maintenant, pour avoir une idée sur le temps de réponse. Le temps de réponse, si je prends le même schéma que ici, mais là, on a des réponses différentes. Vous avez la courbe en noir, c'est toujours la consigne. Donc, vous avez la courbe en bleu, par exemple, là, c'est des ondulations. D'accord? Des ondulations. Donc, comment on détermine, si vous voulez, le temps de réponse? Donc, on prend, si vous voulez, la valeur, comme c'est expliqué ici, 80% de la valeur. Donc, 95%, c'est en vert, la courbe en vert. D'accord? Et on trace, si vous voulez, on trace 95% de la valeur, c'est la courbe en rouge. Et 105% de la valeur de cette valeur en bleu, c'est la courbe en vert. On trace les deux droites. D'accord? On trace les deux droites. Donc là, si vous voulez, le temps de réponse, comment on le calcule? On le calcule entre les deux valeurs-là. Si le signal ne sort plus entre ces deux valeurs-là, c'est le cas par exemple ici, là, le temps de réponse, c'est quoi? C'est le premier point à partir duquel le signal rentre dans cette zone entre 105% et 95%. Donc, si vous voulez, c'est cette valeur-là à l'intérieur. D'accord? Donc là, on détermine, si vous voulez, on dit que le système a atteint son régime permanent parce qu'il ne sort plus de cette différence. Et cette différence, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la tolérance. On tolère à plus ou moins 5% d'erreur. D'accord? Plus ou moins 5%. Si la valeur ne dépasse pas plus ou moins 5%, on dira qu'on a un bon résultat. Et là, on dira qu'à partir de ce point-là, le premier point, quand il sort dans cette zone, quand il rentre dans cette zone, il ne sort plus. Donc le premier point, il est là. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez le curseur?
Monsieur Samah, le curseur, tu vois? Donc voilà, entre la vert et le rouge, regardez, il rentre ici, là où j'ai pointé le curseur. À partir de ce point, il rentre, il ne sort plus, il reste toujours entre les deux. Donc si on veut calculer, si vous voulez, le temps de réponse, c'est de 0, de cette valeur-là, jusqu'à ce point-là, où il rentre, il ne ressort plus de cette zone. Donc voilà le temps, il va être ici, on le lit sur l'axe des abscisses. On appelle ça le temps de réponse. Maintenant, quand on parle de rapidité, la rapidité, c'est quoi la rapidité? Donc c'est la capacité du système à atteindre dans les meilleurs délais son régime permanent. C'est ça la rapidité. C'est-à-dire quand est-ce qu'on, plus qu'on atteint rapidement le régime permanent, plus qu'on est rapide. D'accord? Donc, si vous voulez, la rapidité du système est définie par son temps de réponse, le TR, voilà. Le TR dont je vous ai parlé ici. Le TR, c'est le temps pour lequel j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le temps, à partir du moment où il rentre dans la zone entre 95% et 105%, il ne ressort plus. Donc, plus que ce temps est faible, plus qu'on dit que le système est rapide. Voilà, je prends le cas Hanaya, on a un exemple. Regardez, il rentre un. Le temps, regardez, à partir de ce point-là, là, à l'instant T2, le signal ne sort plus entre les deux, entre la courbe 4 et la courbe 3, les deux courbes en rouge. C'est-à-dire à 95% et 105% de la valeur bleue. Si la valeur bleue, par exemple, vaut 100, la valeur en rouge en haut, c'est 105, et la valeur en rouge en bas, c'est 100, et c'est 95. Il ne sort plus de cette plus ou moins 5%. Donc, on remarque qu'à partir de ce point-là, il atteint cette zone, donc on prend le T2. Donc, on dit que le temps de réponse ici est égal à T2. Voilà. Il est entre T1 et T2. Donc, la valeur TR. Voilà. Parce que là, le signal a commencé, si vous voulez, à partir de T1. Donc, le temps qu'on va calculer, c'est T2 moins T1. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le TR, le temps de réponse. Maintenant, quand on parle de stabilité, c'est quoi la stabilité d'un système? La stabilité, regardez, il y a plusieurs courbes ici. Si je prends le premier, le système, il évolue comme ça. Maintenant, on veut qu'il suive la courbe noire, la consigne. Mais lui, il a la courbe bleue. Et à la fin, si vous voulez, il a la même forme que la courbe de consigne, à une erreur près. Si l'erreur est faible, on peut dire que c'est bon. Maintenant, là, dans le premier système, on voit que c'est stable. Il va rester constant jusqu'à la fin. Si je prends le deuxième système, on voit qu'il va osciller autour de la valeur de consigne, mais sans aller plus loin. Là, on dit qu'on est un système oscillant et on est à la limite de stabilité dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on est à la limite de stabilité. D'accord? Donc, le premier, c'est un système stable parce qu'il va être constant. Là, il oscille autour de la valeur de consigne. Donc, il suffit qu'il ne dépasse pas les 5 à 10%. Et on dit que c'est un système oscillant et donc on dit que aussi on est à la limite de stabilité. Maintenant, si le système, il va nous donner quelque chose comme ça et les ondulations ne font qu'augmenter, parce que là, s'ils augmentent, ils peuvent aller vers l'infini. Donc là, on dit que le système devient instable, parce que là, au lieu que les ondulations diminuent, elles ne font qu'augmenter. Donc, elles peuvent augmenter indéfiniment et donc on dira que le système est instable dans ce cas. Est-ce que c'est clair? On dira que le système est instable. C'est clair? Allô? Donc, les trucs, vous devez, si vous voulez, les avoir dans la tête. C'est-à-dire que voilà, il y a trois cas. On parle de rapidité, stabilité, et on parle de précision aussi. La précision, c'est l'erreur. Si l'erreur est très faible, la précision est bonne. La rapidité, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le temps de réponse. Si le temps de réponse est faible, on dit que le système est rapide. La stabilité, c'est celle-ci. Si le système atteint un régime permanent et reste constant, on dit qu'on a la stabilité. S'il oscille autour sans se dépasser en gardant toujours la même amplitude, on dira que c'est un système oscillant et on est à la limite de stabilité. Si les ondulations augmentent, on dira que c'est un système instable. Donc, il faut le réétudier et revoir le système pour qu'il devienne stable. D'accord?
Donc, grosso modo, voilà ce qu'il faut connaître sur les systèmes en boucle bouclés. Donc, maintenant, si vous voulez, on passe à autre chose. C'est-à-dire, si je reviens un peu en arrière. Bon, je vais enlever ça. Si vous remarquez, on a étudié le système GAD depuis le début jusqu'à la fin. On a utilisé des fonctions de transfert f de s, f de s, f de s. Maintenant, le f de s, c'est quoi le f de s? Et s, c'est quoi? C'est la transformée de Laplace, si vous voulez. F de s, c'est la transformée de Laplace de f de t. La fonction de transfert indique f de s est une transformée de Laplace de f de t. Donc là, je vais vous apprendre comment calculer la transformée de Laplace. Donc on revient à la transformée de Laplace, normalement que vous avez connue. Quand on a une fonction f de t quelconque, on veut calculer sa transformée de Laplace. Donc la transformée de Laplace de f de t, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de f de t fois exponentielle moins st dt. Avec f de t égale à 0 pour t négatif. Donc, vous savez que le temps, il n'y a pas de temps négatif, donc f de t égale à 0 pour le temps négatif. Et s, voilà s qui est égal. S est égal à a plus j oméga. A, c'est une constante, et oméga, si vous voulez, c'est la pulsation. Donc, ça correspond à la fréquence, avec oméga égale 2πf, si on veut dire. On peut ajouter là, oméga égale, pardon, 2, pardon, donc oméga égale à 2πf. F étant la fréquence, d'accord? F étant la fréquence. Donc, pour n'importe quelle fonction f de t, nous avons une fonction, une transformée de Laplace qu'on appelle f de s. Avec f de s, c'est L de f de t, et L de f de t, celle-ci, elle est égale à ça. C'est comme ça qu'on la calcule. Et normalement, vous avez vu la transformée de Laplace. Allô? Monsieur Samah? Allô? Chergui? Monsieur Chergui? أنا هنا أنا مسيو. نسمع فيك مسيو. إيه قريتوا لا فونكسيون ترانسفير لا ترانسفورمي د لابلاس قريتوها ولا ما قريتوهاش؟ ها؟ Non. jamais قريتوها la transformée de Laplace. Normalement, vous avez vu ça. Au niveau des modules que vous avez étudiés en deuxième année, en troisième année. Et le moyen, c'est pas grave. La transformée de Laplace est définie comme ça. Pour chaque fonction f de t, elle a une transformée de Laplace qui se calcule de la façon suivante. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, pourquoi on passe de f de t à f de s? Vous allez voir par la suite, quand on va avancer, que la transformée de Laplace, dans les calculs avec f de s, les calculs sont très simples par rapport à f de t. Je vous donne un exemple très très simple. Quand vous avez des équations différentielles à résoudre, chaque type d'équation différentielle a sa méthode de résolution. Par contre, quand vous travaillez avec la transformée de Laplace, ça va être rapide pour la résolution des équations différentielles. D'accord? C'est très rapide. On va voir de toute façon par la suite, on va faire des exercices et vous allez voir qu'on va résoudre des équations différentielles de façon très rapide. D'accord? Donc voilà, la transformée de Laplace, on vient de la définir. Bien sûr que on passe de f de t à f de s, c'est la transformée de Laplace directe, et de f de s à f de t, c'est la transformée de Laplace indirecte. Et quand on est, bon, f de t, c'est le domaine du temps, et f de s, c'est le domaine des fréquences. Donc, on passe du domaine du temps vers le domaine des fréquences, ou bien du domaine des fréquences vers le domaine du temps. Ça dépend de ce qu'on veut. En général, on fait ça. On passe dans le domaine fréquentiel pour faire les calculs, et on ramène après, par la suite, on revient dans le domaine temporel pour avoir les valeurs. Parce que nous, on peut estimer les choses que dans le domaine temporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez dire que la température, elle augmente pendant 5 secondes, ensuite elle diminue pendant 3 secondes, ensuite elle augmente et elle diminue. C'est à travers le temps. Vous ne pouvez pas expliquer ça à travers les fréquences. Donc, on calcule avec la fonction de transfert, si vous voulez, dans le domaine fréquentiel,
Et une fois qu'on a les valeurs, on revient dans le domaine temporel pour pouvoir les interpréter. C'est ça le but. Et pourquoi on utilise le domaine fréquentiel, comme je vous ai dit? Parce que c'est un moyen de calcul qui nous facilite la tâche. C'est-à-dire que le calcul est très simple avec les fonctions de transfert. D'accord? Maintenant, on va faire un exemple. Je prends par exemple ce qu'on appelle un échelon unitaire. Vous savez ce que c'est un échelon unitaire? Un échelon unitaire, U de t égale à 0 pour t négatif, égale à 1 pour t supérieur ou égal à 0. Si je veux calculer, si vous voulez, la transformée de la place de cet échelon unitaire. Donc, je viens ici, f de s égale intégrale de 0 à plus l'infini, U de t exponentielle moins st dt. Je remplace. Donc, ça sera ça. Et je remplace si vous voulez, le U de t par, pardon, le U de t par son expression. Donc, dans le domaine temporel, c'est 1. Regardez bien. Je remplace U de t. Voilà, U de t. Vous voyez bien, U de t exponentielle moins st, n'est-ce pas? Je remplace U de t par 1. Donc, ça sera ça. Ça sera ça. Exponentielle moins st. Est-ce que c'est clair? En intégrant exponentielle moins st, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1 sur s exponentielle moins st. Vous savez faire ça. Monsieur Samah. Allô? Allô? Monsieur Chirgui. Si on est là, أنا سمعوا فيك. إيه راكم تسمعوا فيا vous savez calculer ça. L'intégrale d'exponentielle moins st. Vous savez le calculer. Allô? Oui, oui, Hein? monsieur. Oui, monsieur. Donc, est égal à moins 1 sur s exponentielle moins st. L'intégrale. Voilà. On a calculé exponentielle moins st, c'est moins 1 sur s exponentielle moins st, et les bornes 0 et l'infini. Je remplace. Quand s égale, quand t égale l'infini. Donc, exponentielle moins l'infini, ça donne quoi? C'est 1 sur exponentielle l'infini, ça donne 0, n'est-ce pas? Moins ça. Pour t égale à 0, donc pour t égale à 0, exponentielle 0, ça donne quoi? 1. 1. Donc, ça sera moins 1 sur s avec le moins, ça fait s. Donc, l'échelon unitaire U de t dans le domaine temporel est égal à 1, et dans le domaine fréquentiel est égal à 1 sur s. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que là, je prends, voilà, un échelon unitaire, je prends f de t, f de t, bon, pardon, f, je vais l'écrire en minuscule. Quand on est dans le domaine temporel, on écrit en minuscule, égale U de t. U de t, c'est l'échelon unitaire, bien sûr. Pardon. Égale à 1. D'accord. Donc, f de s maintenant, la transformée de la place de f de t qui est égale à f de s est égal à quoi? Ce qu'on est relié égal à 1 sur s. On a calculé là la fonction, la transformée de la place de u de t. U de t est égal à 1. On a dit que l'échelon unitaire est égal à 1. Donc, intégrale de 1 exponentielle moins 1, ainsi de suite, on a calculé, on a trouvé s de s, 1 sur s. Donc, pour une fonction f de t égale à 1, f de s égale à 1 sur s. D'accord? Donc, c'est ça la transformée de la place. Donc, la transformée de la place, ce qu'on a vu là. Maintenant, si on veut calculer la transformée de la place d'une rampe, vous savez ce que c'est une rampe? Une rampe, une fonction de la forme ax plus b, ou la at plus b. Donc, dans le cas d'une rampe, si vous voulez, t, parce qu'une rampe, c'est t, pour t inférieur à 0, c'est 0. Pour t positif ou nul, c'est 1, c'est t. Donc, on remplace ici f de t par t. Et en intégrant ça, si vous faites l'intégrale à la maison entre 0 et l'infini,
vous allez trouver que c'est 1 sur S2. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est la transformée de la place de 1 sur S2, c'est plutôt de T, une fonction f de T égale à T, sa transformée de la place f de S égale à, si vous voulez, à 1 sur S2. Je prends le cas Hada. Par exemple, je prends Hada, pardon, CTRL C. Ici, je peux le mettre ici, pardon. Donc, au lieu de 1, ça sera T. Et là, au lieu de S, ça sera voilà. Donc, une fonction, le U de T, c'est une rampe, donc j'enlève le U de T. Le U de T, c'est uniquement pour l'échelon. Hein. Donc, une fonction f de T égale à T, sa transformée de la place est égale à 1 sur S2. D'accord? Donc, il suffit d'appliquer cette formule-là. Maintenant, on prend l'exemple de f de T égale à exponentielle moins T. Et f de T égale à exponentielle moins T. On calcule, on remplace exponentielle moins T, ainsi de suite. Après tout calcul fait, on trouve que c'est f de S égale à 1 sur S plus 1. Donc, quand on a une fonction exponentielle moins T, sa transformée de la place, c'est 1 sur S plus 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais seulement, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, allô? Allô? Oui, monsieur, oui, monsieur. Pour les transformer de la place, je vais vous donner par la suite, je vous envoie un tableau. Les mathématiciens, ils ont calculé pour vous, pour n'importe quelle fonction, ils vous donnent des tableaux. Pour n'importe quelle fonction f de t, vous avez le calcul f de s, ça transformé de la place. Donc, il y a un tableau qui vous donne les transformés de la place de toutes les fonctions. Donc, les matheux ont calculé pour vous, donc on ne va pas vous demander de calculer à chaque fois la transformée de la place d'une fonction quelconque. D'accord? Ça, c'est pour la transformée de la place. Maintenant, la transformée inverse. Qu'est-ce que ça veut dire la transformée inverse? La transformée inverse, ça veut dire que nous avons une fonction de transfert en fonction de S et nous cherchons à trouver la fonction f de t, c'est-à-dire dans le domaine temporel. Calcule la transformée inverse f de t de f de S. C'est-à-dire que nous avons f de S et on cherche f de t. Tout à l'heure ici, on avait f de t et on cherchait f de S, n'est-ce pas? Là, c'est l'inverse. Si par exemple, parce je suis en train de vous faire ça parce qu'on va utiliser ça dans le calcul des exercices. Dans le cas inverse, imaginez que nous avons f de S et nous cherchons f de t. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure, on utilise le calcul dans le domaine fréquentiel et on revient toujours dans le domaine temporel pour pouvoir l'interpréter. Parce que nous, on ne peut interpréter un phénomène que dans le domaine temporel, n'est-ce pas? Donc, ça peut nous arriver d'avoir une fonction dans le domaine fréquentiel et on veut avoir sa fonction, son équivalent dans le domaine temporel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Et ça, normalement, vous avez vu ça auparavant, n'est-ce pas? Allô? Oui, monsieur. Vous avez vu la décomposition en éléments simples Ah, bon. en mathématiques? Hein? Là. Oui, monsieur. Bon, je prends l'exercice là, on va le faire ensemble. Nous avons f de S égale à ça. Donc, on va la décomposer en éléments simples. Donc, on va écrire, on va voir les facteurs qu'il y a en bas. Vous voyez, S plus 1, facteur de S plus 2. Il faut toujours décomposer sous forme de facteurs. Donc, ça va être K1 sur S plus 1 plus K2 sur S plus 2. Ce qu'on ne connaît pas, c'est on ne connaît pas K1 et K2. Pourquoi on décompose? Parce que les transformés de la place qu'on vous a donné, qu'on a calculé pour vous, sont faites pour si vous voulez, pour des formes simples de fonctions. Donc, on va décomposer en éléments simples. On va voir le tableau. Le tableau, je l'ai ici. Je vais vous le montrer. D'accord? Donc, voilà. On décompose en éléments simples. Et K1, on multiplie, si vous voulez, par
par S plus 1 à droite et à gauche. On multiplie par S plus 1. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 sur S plus 2, facteur de K1 fois ça. Maintenant, on prend S égale à moins 1, parce qu'on a multiplié par S plus 1, on remplace par S égale à moins 1. Quand S égale à moins 1, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez S égale à moins 1, donc ça devient égal à 0. Parce que S moins 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc K2 fois 0, ça va donner 0. Donc K1 serait égal à 2 sur S plus 2 quand S égale à moins 1. Pour remplacer S moins 1, ça sera moins 1 plus 2, ça fait 1. 2 sur 1, ça fait 2. Donc on détermine K1 égale à 2. De la même manière pour K2, il suffit de multiplier à droite et à gauche par S plus 2. Par S plus 2. Et on obtient, si vous voulez, cette expression-là. Donc, une fois qu'on pour S égale à moins 2, ce terme-là serait égal à 0. Et donc, K2 serait égal à 2 sur S plus 1 pour S égale à moins 2. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. 2 sur moins 1, ça fait moins 2. Donc, on a K2 égale à moins 2. Et on obtient donc, voilà, donc F de S égale à 2 sur S plus 1 moins 2 sur S plus 2. D'accord? Donc, voilà le résultat. Et quand on prend le tableau, attendez, je vais voir si j'ai le tableau ici. Attendez une seconde. Oui, monsieur, je peux faire. Comme que vous faites. Voilà, très bien. Donc voilà ce tableau-là. Regardez, je reviens vers l'exercice. Vous avez devant vous, vous avez, si vous voulez, 2 sur S plus 1. Je viens dans ce tableau. Regardez là. Là, par exemple, je prends ce cas-là. 1 sur S plus A. Donc, c'est S plus 1. Le A, bon, peut varier. Le A égale à 1. Donc, nous avons 2 fois 1 sur S plus 1. Quand A égale à 1, donc ça sera exponentielle moins AT, donc exponentielle moins T. Donc, si vous voulez, là, on obtient 1 sur S plus 1. 1 sur S plus 1, si vous regardez bien le tableau ici, quand A égale à 1, c'est exponentielle moins T. Donc, vous aurez 2 exponentielle moins T. Ensuite, moins 2 S plus 2, c'est-à-dire que le A est égal à 2. Donc, exponentielle moins 2T. Donc, vous aurez moins 2 fois exponentielle moins 2T. Est-ce que vous avez compris comment j'ai calculé ça? À partir du tableau. Hein? Parce que vous venez ici, regardez. 1 sur S plus 1. Je remplace dans le premier cas S par 1. 1 sur S plus 1, c'est exponentielle moins AT. Je viens ici. J'ai 2 fois 1 sur S plus 1. Donc, ça sera 2 fois exponentielle moins T. Moins 2 sur ça. Moins 2, 1 sur S plus 2, c'est exponentielle moins 2T. Donc, moins 2 exponentielle moins 2T. Donc, voilà F de S. Et voilà la fonction dans le domaine du temps. D'accord? C'est bon? Si c'est bon, on va passer à un deuxième cas. Je prends le cas suivant. Ah oui, pardon.
Le cas f de s égale à 2 sur s plus 1 facteur de s plus 3 au carré. Parce que, pourquoi j'ai pris au cube, au carré? Parce que quand c'est au carré, il y a une autre technique de calcul. Donc, bien sûr que là, on va décomposer. Ça va être k sur s plus 1. Seulement pour s plus 3 au carré, quand c'est au carré, on écrit k1 sur s plus 3 plus k2 sur s plus 3 au carré. Si c'était à la puissance 3, on ajoute plus k3 s plus 3 à la puissance 3. D'accord? C'est-à-dire, le 2, c'est le n, c'est l'équivalent de Ça n. dépend de la puissance, monsieur. Voilà. Il y a qu'un 3, on va jusqu'à k3 s plus 3 puissance 3. Il y a qu'un 2, نحبسوا في 2. Il y a qu'un 5, نحبسوا في 5. Il y a qu'un 6, نحبسوا في 6. Donc, nous avons هذه. Le cas l'oulani, on le calcule de la même façon que tout à l'heure. Il suffit de multiplier par s plus 1 de part et d'autre. Et on obtient ça. Et là, c'est 0, et là, c'est 0. Donc, k égale à 2 sur s plus 3 au carré pour s égale à moins 1. Et en remplaçant, on va trouver, bon, s moins 1, ça fait, la moins 1 plus 2, ça fait, plus 3, ça fait 2. 2 au carré, c'est 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, on obtient 1 demi. Par contre, quand on a les KI hadou, K1, K2, K3, K4, et quand il y a les puissances, il y a une formule pour calculer ça qui est la suivante. Vous l'avez devant vous. Je vais vous envoyer tout à l'heure, si vous voulez, ce TD-là, c'est-à-dire ces exercices-là résolus. Je vais vous envoyer le fichier tout à l'heure. Donc, KI, parce que nous, on calcule de façon générale. Quand nous avons des trucs comme ça, si vous voulez, à la puissance n, ici, à la puissance 2, ça peut être à la puissance n. Donc, on calcule de la façon suivante. K égale à 1 sur n moins i fois d de n moins i sur ds n moins i de s plus a à la puissance n fois f de s, le tout pour s égale à moins a. Donc, pour notre cas, le n égale à combien? Qui c'est qui peut me dire? Le n égale à combien? Allô? Pour cet exercice, le n égale à combien? Allô? 2. Égale à 2, bien sûr, parce que la puissance de l'exercice, l'exercice, S plus 3, la puissance de n égale à 2. Donc, pour le calcul de K1, on obtient K1, on remplace I par 1. Donc, ça sera 1 sur 2 moins 1. La dérivée 2 moins 1, d'accord? Pardon, ici. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Excusez-moi. Allô? Donc, voilà. K1, là, j'ai inversé, hein, j'ai inversé là. Hein. Attendez. Donc, K1, on remplace, si vous voulez, N, le I par 2, par 1, pardon. K1, quand I égale à 1, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon. Contraire. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. K2, c'est quoi ça? Voilà.
Voilà. Là, c'est 1. Là, c'est 1. Pardon. Donc voilà, je reprends. Je prends la formule. Par K1, n égale à 1. Pour K1 égale à 1. Donc 2 moins 1, c'est 1. Donc là, ça va être la dérivée d'ordre 1. Ensuite, S plus A à la puissance, si vous voulez, 2 fois F de S. Regardez bien. Donc là, ça sera 1, si vous voulez. C'est 1, la dérivée d'ordre 1. Voilà le 1. Le 2, je l'ai mis à la place de 1. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on a, voilà. Si vous voulez, vous avez K1 et K2. Donc, K, on l'a calculé. K1, on remplace I par 1. Donc, K1, en remplaçant ici le I par 1. Donc, ça sera, et le N par 2, bien sûr. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, K1 égale à 2 moins 1. D de 1 sur ds, facteur de S plus 3 à la puissance carrée, fois F de S, quand S égale à moins 3. D'accord. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Le 1 factoriel, ça fait 1. Donc, ça s'en va. Ensuite, la dérivée d'ordre 1, quand on dérive, si vous voulez, là, en multipliant cette fonction f de s par s plus 3 au carré. Donc, qu'est-ce qui va rester? Regardez bien. Si je prends la fonction ici, je multiplie par s plus 3 au carré, il me reste 2 sur s plus 1. Donc, la dérivée de 2 sur s plus 1. La dérivée de 2 sur s plus 1, c'est quoi? La dérivée en haut, c'est 0. Moins la dérivée du bas, c'est 1 fois 2, ça fait moins 2 sur s plus 1 au carré. D'accord? Pour s égale à moins 3. Donc, je remplace s par moins 3, donc j'aurai moins 1,5. Donc, K1 égale à moins 1,5. Pour la deuxième K2, on remplace I par 2. Si je remplace I par 2, regardez bien. J'aurai 2 moins 2, ça fait 0. Factoriel de 0 est égal à combien? Allô? Allô? Oui, monsieur. Factoriel de 0 est égal à combien? Parce que dans la formule, nous avons factoriel ici. Quand K égale à, I égale à 2, donc 2 moins 2, c'est 0, donc 1 sur 0, donc le factoriel de 0, c'est 1. Voilà, 1, Voilà, donc c'est 1. Donc le calcul de K2, 2 moins 2, c'est 0. Donc factoriel de 0, c'est 1, donc ça sera, si vous voulez, et la dérivée d'ordre 0. D'ordre 0. Voilà, là, le 2, les khalatana, donc d'ordre 0. Parce que là, c'est 2 moins 2, ça fait 0. La dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire on a fait juste seulement, l'écriture, il y a une erreur d'écriture. Regardez bien. Si je multiplie par S plus 3 ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 sur S plus 1. Donc là, j'aurai 2 sur S plus 1 pour S égale à moins 3. Pour S égale à moins 3, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Donc K2 égale à moins 1. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment j'ai calculé K1 et K2? Donc on revient. Je vais recommencer à 0. Nous avons une fonction f de s comme ça. On remarque qu'il y a quelque chose ici au carré. Donc en décomposant, j'aurai k sur s plus 1, plus, comme ici c'est au carré, donc ça sera k1 sur s plus 3, plus k2 sur s plus 3 au carré. S'il y avait par exemple ici la puissance 3, ça sera plus k3, s plus 3 au cube. Si j'avais 4 jusqu'à 4, jusqu'à 5, jusqu'à 5 et ainsi de suite. Maintenant, comment on calcule le premier? Le premier, c'est simple, on le calcule de la même façon que tout à l'heure. On multiplie l'ensemble par k plus 1 et on obtient, si vous voulez, quand on multiplie par k plus 1, qu'est-ce qu'on obtient? Par s plus 1, pardon. Qu'est-ce qu'on obtient? Hein? On obtient, regardez, vous avez 2 sur ça. Le s plus 1, il s'en va. Et de ce côté, nous obtenons ça. Quand s égale à moins 1, on remplace toujours par s. Quand on multiplie par s plus 1, la racine, c'est s moins 1. On remplace toujours par moins 1. Par s égale à moins 1.
Donc là, ça devient 0 et on aura k égale à 2 sur s plus 3 au cube pour s égale à moins 1, ça nous donne 1 demi. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le les K1 et K2, on utilise cette formule-là. Donc, pour I égale à 1, K1, pour K1, qu'est-ce qu'on obtient? K1 égale à 1 sur 2 moins 1, parce que je remplace 1 dans notre cas, c'est 2. Il est égal à 2. Je remplace I par 1, le moins 1, donc la dérivée d'ordre 1 de ça. Donc, 2 moins 1 en bas, c'est 1. 1 sur 1, 1 factoriel, c'est 1. 1 sur 1, ça fait donne 1. Et ici, la dérivée d'ordre 1 de 2 sur, quand on multiplie par s plus 3 au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Multiplié par s plus 3 au carré, ça vous reste 2 sur s plus 2. Donc, on aura la dérivée de 2 sur s plus 1, si vous voulez. La dérivée de ça, ça va nous donner moins 2 sur s plus 1 au carré. Et on remplace maintenant s par moins 3, on obtient c'est moins 1 demi. Et pour k égale à k2, le n égale à 2, le i égale à 2, donc ça sera le factoriel. Donc le 0, 1 sur 0 factoriel, donc 1 sur 1, le 0 factoriel c'est 1. Et la dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire qu'on ne dérive pas. Donc qu'est-ce qu'on aura? La dérivée d'ordre 0, donc on aura 2 sur s plus 1 tout court, pour s égale à moins 3, et on remplace s par moins 1, et ça sera égal à, si vous voulez, k2 égale à moins 1. Pardon. S par moins 3, pardon. On remplace S par moins 3, on obtient moins 1. D'accord? Donc maintenant, je remplace. J'aurai, le premier, c'est 1 demi sur S plus 1. Parce que là, on avait écrit ça. K sur S plus 1. Donc c'est 1 demi sur S plus 1. On va moins 1 demi sur S plus 3. On va moins 1 sur S plus 3 au carré. Et on obtient, si vous voulez, ça. Voilà, c'est la solution, f de s. C'est-à-dire à transformer la place décomposée. Maintenant, regardez, en prenant, si vous voulez, ce tableau, je viens. La première, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur s plus 1, donc exponentielle moins t, donc ça 1 demi exponentielle moins t. Ensuite, j'ai moins 1 demi, 1 sur s plus 3, donc exponentielle moins 3t. Et là, au carré. Le carré, je viens ici. Quand c'est au carré, je viens ici. Voilà, j'ai au carré. Voilà. Regardez. S plus A au carré. Vous avez ça ici. Donc, le A, dans notre cas, égale à 3. Donc, ça sera T exponentielle moins 3T. Donc, on obtient ça, moins T exponentielle moins 3T. Parce que la troisième, elle est au carré. Elle nous donne ça au carré. Quand c'est au carré, c'est ça. D'accord? C'est t exponentielle moins 1t. Donc t exponentielle moins 3t. D'accord? Donc on obtient, si vous voulez, f de t et la suivante. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Sinon, si vous avez des questions, je suis là, hein, je suis à votre disposition. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, Rana. Est-ce que vous avez des questions? Absolument. Qu'est-ce que c'est Non, questions? monsieur. Moi, je vais vous envoyer ce truc-là. Maintenant, j'ai pas compris. Et elle est belle, et donc on va s'arrêter. Justement, j'allais vous dire ça. Donc, regardez. Nous avons, si vous voulez, la solution à n. Tout à l'heure, je vous ai parlé, comme on parle de f de t et de f de s. Et en même temps, quand on a des équations différentielles dans le domaine temporel, comment on passe du domaine temporel au domaine fréquentiel? C'est-à-dire qu'on va le voir la prochaine fois. C'est-à-dire l'équation différentielle on passe du domaine temporel au domaine fréquentiel. Est-ce que c'est clair? Donc, si c'est clair, on s'arrête là. Je vais vous envoyer tout à l'heure cette solution. Si vous voulez, ces exercices-là. Et en même temps, la table, si vous voulez, de transformer de la place. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là.